Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public et plus précisément pour une émission thématique consacrée à la mer et qui nous donne le plaisir de recevoir Cyril Coutançais. Cyril Coutançais, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine, vous êtes rédacteur en chef de la revue Études Marines et vous enseignez à Sciences Po l'économie maritime. Et nous, plus précisément, c'est donc Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. C'est avec eux que je vais essayer de vous demander de nous éclairer sur les enjeux, les très nombreux enjeux, dont nous pourrons donner au moins un bref aperçu de la mer et de la politique maritime. Vous avez récemment publié un livre beau et riche aux éditions du CNRS, L'Empire des mers, ouvrage dans lequel vous retracez l'histoire maritime de la France depuis le XIIe siècle, et vous y peignez une relation complexe et contrariée, marquée par le sous-investissement maritime de la France, qui l'empêche d'embrasser le destin que lui promettait sa large façade maritime, ouverte sur 3 mers et un océan, et vous analysez également la transformation contemporaine des enjeux de la maîtrise des mers, qui place selon vous notre pays à un nouveau carrefour de son destin maritime. Le premier enjeu est celui de la défense, dans le contexte d'un réarmement naval particulièrement frappant dans la région Asie-Pacifique et la Méditerranée depuis les années 2000. Au cours des 20 dernières années, les marines de la région Indo-Pacifique ont augmenté de 140% dans le sillage de la montée en puissance spectaculaire de la marine chinoise. Ces évolutions traduisent le remodèlement des équilibres géopolitiques, la marine chinoise étant désormais comparable à celle des États-Unis, tant au point de vue de la quantité que dans le développement de nouvelles armes, comme les drones, les missiles hypervéloces ou les armes laser. En France, la discussion de la loi de programmation militaire traduit une volonté de réaffirmer l'appartenance de notre pays au club restreint des grandes puissances navales, 10 pays dont la France, totalisant à ce jour 84% des forces navales mondiales. Au-delà des défis de la puissance, la marine est un acteur clé dans le maintien de la sécurité à nos frontières maritimes et notamment en matière de flux migratoires et commerciaux. La maîtrise des mers est également un levier fondamental de la puissance économique. Les routes maritimes concentrent 90% du commerce mondial de marchandises en volume et le secteur de la pêche, pilier de la sécurité alimentaire, est un vecteur central d'emploi local et non délocalisable. Les pêcheurs français ont récemment manifesté leur colère contre le plan de protection de la biodiversité marine de la Commission européenne qui interdisait le chalutage de fond dans les aires marines protégées et qui se serait traduit, selon les représentants du secteur, par la destruction d'un tiers de la flotte française. Aux grandes dames des militants du climat, ils ont réussi à faire plier Bruxelles qui s'est engagé à ne pas imposer cette interdiction avant 2030. La protection de l'environnement occupe pourtant une place de plus en plus centrale dans la gestion des ressources marines. L'océan absorbe le quart du CO2 émis par les activités humaines et joue un rôle majeur dans l'atténuation du changement climatique. Les fonds marins sont le refuge d'une biodiversité riche, menacée par la pollution des eaux et les pratiques prédatrices de la pêche. Le traité sur la haute mer, adopté le 4 mars dernier au siège des Nations Unies, se veut le reflet de ces préoccupations. Fréquemment décrit comme une étape historique dans la protection des océans, il instaure pour la première fois des aires marines protégées dans les eaux internationales qui ne relèvent donc pas de la juridiction des juridictions nationales. Il devrait ainsi permettre de respecter l'objectif 30 pour 30 de la COP 15, qui vise à protéger au moins 30% des océans de la planète d'ici à 2030. Sur ces questions, Nicolas Bavrez. C'est vrai que l'amiral Raleigh disait que qui tient la mer tient la terre. Et aujourd'hui, on assiste à une poussée spectaculaire des empires autoritaires. Donc la Russie, on l'a vu en mer Noire, en Baltique, en Méditerranée. La Chine en mer de Chine du Sud, mais elle est également présente de plus en plus sur toutes les mers du globe. Et la Turquie avec le projet de Patrie Bleue, une grande agressivité, y compris dans les eaux grecques et chypriotes. Et je voulais vous demander si effectivement la mer n'est pas finalement le principal espace où va se jouer la confrontation qu'on voit monter entre les démocraties d'un côté et les empires autoritaires de l'autre.
Alors ce sera effectivement un espace dans lequel va se jouer une partie de la conflictualité, parce que on le voit par exemple sur la guerre en Ukraine, là pour le coup ça se passe beaucoup à terre, mais effectivement, quand on regarde Chine et États-Unis autour de Taïwan, la question, si elle doit se poser, en tout cas, se jouera en mer beaucoup. Mais je pense que ce qu'il faut avoir présent à l'esprit aussi, c'est que ce mouvement de réarmement naval qui est global et qui est présent dans la plupart des pays du monde, à l'exception de l'Union européenne, parce qu'on n'est pas sur la même dynamique en Union européenne, il s'explique en fait par deux volets, puisqu'en fait ce réarmement naval global, il est présent en Asie, il est présent en Afrique subsaharienne aussi, et il s'explique par un volet économique, c'est-à-dire que avec la Convention de Montego Bay, la plupart des États côtiers ont eu accès à des espaces maritimes absolument gigantesques et donc des ressources économiques, pétrole, gaz, pêche, etc., qu'il faut protéger. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir des moyens, des bateaux, des patrouilleurs, etc., pour pouvoir les protéger. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect économique, c'est qu'il faut effectivement protéger les flux. Quand vous êtes ouvert sur le monde, quand vous êtes connecté au commerce international, eh bien vous êtes dépendant de la mer, et donc on cherche à protéger ces flux. C'est ce qui a été le cas de la Chine, premier modèle, c'est-à-dire que la Chine, sous Deng Xiaoping, a cherché à développer sa marine, et c'était tout à fait cohérent et normal, puisqu'il s'agissait de protéger les flux, les flux chinois. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape, qui est effectivement où on utilise la mer, et là on passe à une autre dimension dans le développement de ces forces navales, où on utilise la mer, là dans un esprit qui est pas pour protéger ses flux, mais dans un esprit de conquête, dans un esprit de projection de puissance. De projection de puissance, effectivement. Lionel Zinsou. Alors, du point de vue économique, moi pour le coup je suis pas très marin et mon expérience est assez faible, mais je suis très frappé, parlant d'Afrique, et vous avez évoqué le réarmement moral, naval, qui est très frappant en Afrique du Sud, qui est même frappant au Nigeria, enfin qui est vraiment présent. Mais d'un point de vue économique, qu'est-ce qui va être essentiel ? L'économiste a tendance à penser qu'il y a énormément de nouveaux actifs, des classes d'actifs qui vont apparaître et surgir de la mer. C'est-à-dire qu'il y a des ressources dans la mer qui ne faisaient pas partie du patrimoine qu'on pouvait monétiser d'une certaine manière. Il y a des changements technologiques majeurs. Donc, est-ce que c'est ce qui se passe dans l'océan et toutes les classes d'actifs, d'ailleurs assez liées au changement climatique, et on va donner de la valeur, y compris au plancton, en tant que, au fond, il est un puits de carbone, enfin, il constitue en lui-même un puits de carbone, des choses comme ça. Donc, énormément d'actifs nouveaux, mais qui changent l'économie mondiale et qui sont distribués d'une façon qui n'est pas celle de la distribution aujourd'hui de la richesse. Donc, est-ce que ça va être ça, ou est-ce que c'est ce qui se passe sur l'océan et par exemple la mondialisation qui avait besoin des containers, de la révolution des containers, et qui a distribué la richesse un peu partout dans le monde, a changé complètement. Mais on est dans une période qui est couverte par un autre de vos livres sur la relocalisation du monde. Donc est-ce qu'il y aura plutôt moins d'impact dans les flux que vous avez évoqués, en dehors des aspects militaires, sécuritaires? Ça se passe où, en fait, l'impact économique considérable à venir? Dans l'océan profond ou sur la surface des mers? En fait, ça se passe un peu partout, mais parce qu'il y a plusieurs volets. Effectivement, comme vous le disiez, la globalisation, elle repose sur deux piliers qui sont deux piliers maritimes. La globalisation, elle repose sur le transport maritime. C'était cité en préambule, 80% des échanges en volume passent par la mer, des échanges commerciaux passent par la mer, que ce soit par le transport de vrac, 50%, le transport de matières premières, on l'a vu en Ukraine, le blé passe par la mer par exemple, le transport d'hydrocarbures, gaz, pétrole, et puis les fameux porte-conteneurs sans lesquels on n'aurait pas pu avoir de mondialisation. Ça, c'est le premier pilier de la mondialisation, donc effectivement ce transport maritime. Et le deuxième pilier de la mondialisation qu'on oublie parfois, c'est
Internet, qui permet de connecter les pays entre eux, qui permet de passer des commandes dans différents pays. Et ça, Internet repose sur les océans aussi, puisqu'il repose sur des câbles en fibre optique qui assurent 90% des échanges numériques intercontinentaux. Donc ça, ce sont vraiment les deux piliers de la mondialisation. Une chose qu'il faut avoir en tête, par exemple, de ce point de vue-là, c'est que la globalisation, s'il n'y avait eu que le porte-conteneur, qui a été le premier porte-conteneur de l'histoire à naviguer en 1956, l'Ideal X, s'il n'y avait eu que le porte-conteneur, la Chine ne serait pas devenue l'usine du monde, puisque la première zone économique spéciale, Shenzhen, elle voit le jour en 79, mais on entre véritablement dans la mondialisation dans les années 90, et les années 90, elles sont marquées par la pose de câbles en fibre optique au fond des mers. Et c'est là qu'Internet apparaît. Et donc, Internet, ça permet de passer commande en Chine. Ça permet d'avoir des échanges réguliers avec la Chine. Et donc, que la Chine puisse devenir l'usine du monde. Donc, on a ce secteur de l'économie maritime qui est très lié à la globalisation, effectivement. Mais on a d'autres secteurs qui ne cessent de se déployer. Un secteur, notamment la pêche, était évoqué en préambule. Et la pêche, de ce point de vue-là, la France est un pays très atypique. C'est-à-dire qu'en France, l'essentiel de nos ressources halieutiques passe par la pêche. Alors qu'en fait, dans l'ensemble des pays du monde, le poisson qui est consommé est un poisson qui est élevé. On a eu un développement de l'aquaculture au niveau mondial qui est absolument considérable, qui est une dynamique qui n'a pas vu le jour en France parce que pour des tas de raisons à la fois économiques, administratives, etc. En France, on a une aquaculture qui est complètement chétive, ce qui est un vrai paradoxe parce que l'aquaculture a été inventée en France, sous Napoléon III, avec les fameux parcs à huîtres. Et depuis, c'est un secteur qui est en déshérence, alors qu'il commence à redémarrer un petit peu, mais qui explique que, par exemple, la France, à la tête du premier espace maritime du monde, est déficitaire sur les produits de la mer de 4 milliards d'euros par an. Parce qu'on est dans la capacité d'élever des poissons. Donc ça, c'est un secteur qui, dans le monde entier, a connu un épanouissement depuis 30-40 ans. Et puis, dans les autres actifs économiques que vous citiez, on a un secteur, par exemple, qui est en plein essor, c'est le secteur des énergies marines renouvelables, avec les fameuses éoliennes en mer qu'on commence à voir fleurir sur les côtes françaises. On a le parc de Saint-Nazaire qui a ouvert cette année, champ d'éoliennes offshore. Il faut bien avoir en tête que les premiers ont vu le jour au Danemark en 1991. Donc là aussi, la France connaît un retard assez important, mais c'est une dynamique qui innerve l'ensemble du monde, ces énergies marines renouvelables et ces éoliennes, puisqu'on en voit fleurir maintenant aux États-Unis, en Chine, à Taïwan, Japon, un peu partout dans le monde. Autre classe d'actifs, c'est toute l'exploitation, et là on est dans l'avenir, de la faune et de la flore marine, pour imaginer des nouveaux médicaments. L'industrie cosmétique est intéressée aussi par ces actifs-là. Donc on est à la veille effectivement d'une exploitation des océans qui va être très importante et majeure. Au cours de ces premières minutes d'entretien, vous avez à plusieurs reprises mentionné le retard ou le semi-retard de la France. Et c'est aussi une chose qui frappe quand on lit ce livre dont je parlais tout à l'heure, sur l'Empire des mers, édité par le CNRS. Et j'aurais bien aimé, même si ça donne à notre conversation un air d'aller de sourd à gambade, mais j'aurais bien aimé que vous reveniez sur l'histoire de ce rendez-vous semi-raté. Est-ce que c'est une bonne évaluation entre la France et ses mers ? Mais c'est un peu la France et la mer, c'est un peu l'histoire de plusieurs rendez-vous manqués. Il y a une anecdote que j'aime bien rappeler, c'est que quand Christophe Colomb cherche à financer ses 3 bateaux pour partir redécouvrir l'Amérique, il fait le tour des cours européennes et il vient à la cour de France. On est Louis XI, le règne de Louis XI est terminé. On est sous le règne de Charles VIII, c'est la régence d'Anne de Beaujeu. Le pays est en paix, le pays est riche.
Et Bartholoméo Colomb, le frère de Christophe, vient à la cour d'Anne de Beaujeu. Il est écouté par les grands seigneurs autour d'Anne de Beaujeu en demandant le financement de ces 3 bateaux, ce qui n'est pas un investissement considérable. Et Anne de Beaujeu répond que son projet n'est pas sérieux, qu'effectivement il y a les finances pour faire ça, mais on ne va pas financer 3 bateaux, ça n'a pas de sens, pour aller découvrir des terres hypothétiques dans l'Ouest. Et c'est un peu symptomatique en fait de toute l'histoire maritime française, c'est-à-dire qu'on a des acteurs de l'économie maritime qui sont très dynamiques sur le littoral. On a des négociants qui sont assez extraordinaires. Il y a quelqu'un comme Jean Angot, par exemple. On est à la veille des guerres de religion sous François Ier Henri II, qui enverra des bateaux, donc qui est rouennais, et qui envoie des bateaux déjà au Brésil, qui enverra des bateaux en Inde. Donc on a des acteurs de l'économie maritime qui sont très dynamiques. Et à côté de ça, un pouvoir central à Paris, des souverains qui ne s'intéressent pas aux choses de la mer. Alors ponctuellement, il peut y en avoir. L'exemple typique, c'est Napoléon III, parce qu'en fait, on vit encore d'une certaine manière sur l'héritage de Napoléon III. Mais Napoléon III est un peu atypique comme souverain, puisque avec ses années d'exil, il a été en Angleterre, il a été aux États-Unis, il a vu l'importance de la mer dans le développement de l'économie, et quand il arrive au pouvoir en France, il sait qu'il faut développer l'économie maritime. Et quand je dis qu'on repose encore sur l'héritage de Napoléon III, c'est donc lui qui décide, puisque les huîtres commencent à s'épuiser sur le littoral, les huîtres qu'on capture, qu'on va ramasser, et qui décide de lancer un programme de recherche pour élever les huîtres. Donc les parcs de Marennes et Oléron, Arcachon, etc., ils vivent sur l'héritage de Napoléon III, sur cette vision. C'est lui qui crée la première recherche scientifique marine à Concarneau, pour comprendre le fonctionnement des océans, de la faune et de la flore marine. C'est lui encore qui décide d'investir dans les ports, au Havre, à Marseille, de connecter ces ports à l'arrière-pays pour dynamiser l'économie. C'est encore lui qui, avec l'Angleterre, décide de poser le premier câble sous-marin de l'histoire, un câble télégraphique, donc qui va être posé entre l'Angleterre du Victoria et la France de Napoléon III pour relier les 2 pays. Donc on est vrai, c'est lui aussi qui développe le tourisme littoral, puisqu'on a ces grandes... il y a le duc de Morny, son demi-frère, qui développe Deauville, par exemple, pour faire venir les touristes. Alors c'est la bonne société à l'époque, mais qui voit le littoral, en tout cas, comme pas seulement comme quelque chose de dangereux, mais comme une activité économique potentielle. Et finalement, depuis cette époque-là, on est resté à peu près sur le même modèle, on vit sur cet héritage-là, et on a des Philippe acteurs Seguin avait donc raison de célébrer Napoléon III, Nicolas Vallourez. On a aussi le traité de libre-échange, le traité Cobden-Chevalier de 1860, et c'est vrai que les ports sont libre-échangistes, et les grandes villes de l'intérieur sont protectionnistes. Les villes de l'intérieur, l'analyse que j'en fais, c'est que plutôt on a un pouvoir central qui ne comprend pas la mer, et donc qui ne comprend pas les enjeux. Moi, ce qui me frappe dans la période contemporaine, par exemple, c'est que, je l'évoquais en préambule, le premier navire porte-conteneur de l'histoire donc navigue en 1956. 10 ans après, en 1966, Rotterdam décide de construire un terminal à porte-conteneurs pour accueillir ces bateaux. Donc 10 ans après, les Hollandais ont compris que ça va changer le monde. Et le premier terminal à porte-conteneurs qui va voir le jour au Havre, c'est en 2006, Port 2000, 50 ans après la navigation de l'Idéal X et 40 ans après que le terminal à porte-conteneurs de Rotterdam ait vu le jour. Et on a aussi en Italie, en Espagne, la Spedia d'un côté, et puis les ports espagnols aussi qui s'équipent beaucoup plus vite. Et on voit que ça, c'est au niveau central, puisque les ports en France sont des ports publics. C'est au niveau central qu'on ne perçoit pas ces évolutions. Mais à côté de ça, on a des acteurs de l'économie maritime qui sont très dynamiques, parce que si je prenais l'exemple des câbles sous-marins, les câbles sous-marins, des acteurs majeurs dans la pose de ces câbles, dans la fabrication de ces câbles, ce sont deux acteurs français, Alcatel et Orange Marine, acteurs historiques, mais qui sont encore très dynamiques aujourd'hui, mais qui longtemps ont été un peu sous le viseur. Donc je crois qu'il y a vraiment une dichotomie entre des acteurs de l'économie maritime qui sont très dynamiques. On voit CMA-CGM, qui est le 3e armateur de porte-conteneurs au monde,
et un pouvoir central qui a du mal à voir les enjeux de la mer, en fait. Mais est-ce que c'est une faiblesse qu'on n'arrivera jamais à dominer du pouvoir central, bien qu'il y ait des intérêts économiques massifs quand même pour faire que la France soit au niveau? En Afrique, on observe un développement portuaire absolument exceptionnel. Il est vrai que ce sont des infrastructures qui n'ont pas tellement besoin d'être soutenues par l'aide publique au développement. Elles le sont assez peu. Les États-Unis, quand même, le Millennium Challenge était assez important. On voit aussi, côté océan Indien, pas mal d'interventions de la JICA japonaise. Mais c'est peu important, manifestement, dans l'aide publique au développement des Européens. Mais enfin, Tanger, c'est quand même une création extraordinaire. Lomé, les gens n'ont pas du tout en tête que c'est un port d'éclatement plus important que Dakar et Abidjan. Et on était avec une jetée de bois il y a 400 mètres jusqu'en 1968. Et puis là, on est devant un des ports les plus modernes. Les divers projets nigérians, Durban, le développement de Durban, le développement de Djibouti, et entre les deux, des infrastructures portuaires spectaculaires à Mombasa, au Kenya. Donc c'est vraiment une croissance extraordinaire. Et les acteurs principaux, il y avait Bolloré, mais maintenant Bolloré est devenu Helvético italien, donc MSC, mais il y a quand même CMA, CGM, il y a Maersk évidemment, le premier, donc il y a quelques intérêts locaux, mais assez peu, et il y a de moins en moins d'intérêts français puisque ça passe sous un autre pavillon. Est-ce que c'est un destin depuis la Renaissance, que l'État central ne s'intéressera pas à ça, alors que tous les ports que je viens de citer ont une dynamique essentiellement privée. Bon, il est vrai qu'à Tanger, c'est une autorité publique, c'est une entreprise publique, mais grosso modo, quand même, tous les capitaux qui sont drainés pour cet essor absolument exceptionnel sont privés. Et en France, on ne va pas privatiser les ports et les initiatives et la pêche, sérieusement? Cyril Gautancet. Ça n'est pas dans notre culture, effectivement, administrative, mais au-delà de ça, je crois que... alors ça, c'est peut-être Nicolas Bavresse qui, pour le coup, pourrait nous éclairer là-dessus. J'ai du mal à mesurer si, en fait, dans le fonctionnement administratif, politique, etc., il y a effectivement une méconnaissance des choses de la mer, sauf par intermittence. Quand vous avez Édouard Philippe qui devient Premier ministre, il est maire du Havre, il comprend ces enjeux-là et donc il impulse des choses. Ou si plus globalement, il y a aussi une méconnaissance du fonctionnement même de l'économie. Parce que quand on compare deux pays qui sont assez semblables finalement, dans l'Allemagne et la France, l'Allemagne, on pourrait la penser terrienne, très terrienne. En fait, dans le grand jeu de la globalisation, les Allemands ont compris qu'il fallait être efficace en termes de logistique et investir dans des terminaux à porte-conteneurs. Donc Hambourg est très efficace aussi. Ils ont compris que la connexion avec le Rhin était indispensable et que la mondialisation, en fait, c'était beaucoup un grand jeu où on importait des composants du monde entier. On les assemblait chez soi et on les réexportait. C'est le modèle de l'automobile allemande, par exemple, où une Porsche Cayenne, dont 90% de ses composants sont importés, on assemble et on réexporte. Et pour ça, pour être efficace, pour être dynamique et pour être un des gagnants de la mondialisation, ça signifie que votre logistique doit être très efficace, qu'il faut avoir donc des terminaux à porte-conteneurs pour faire venir ces composants, qu'il faut avoir une connexion à l'arrière-pays qui soit très efficace par le Rhin, par le ferroviaire, etc. Et ça, les Allemands l'ont très bien compris. Oui, nous, France, on n'a pas compris. Mais les Allemands l'ont depuis très longtemps, puisque d'abord, il n'y a pas de... C'est pas un pays centralisé. Et puis surtout, il y a la Ligue hanséatique. Et en fait, la Ligue hanséatique, c'était déjà une organisation qui ressemblait à celle-là. Donc la culture est tout à fait différente. Et pour la France, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a cette grande ambiguïté qui a quand même un moment où le pouvoir central s'est occupé de la mer, c'est Louis XIV et c'est Colbert. Mais
effectivement, c'est un intérêt pour la mer qui est totalement lié à l'État, avec l'invention de toute une série, l'inscription maritime, toute une série d'institutions, dont certaines d'ailleurs ont quasiment survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une initiative du pouvoir central. Oui, et une initiative qui est très paradoxale parce qu'en fait, quand Colbert s'intéresse aux choses de la mer, parce que Louis XIV l'était moins, il le fait dans une visée monopolistique et étatique, ce qui est très paradoxal parce qu'en fait, à cette époque-là, on a des négociants, des armateurs privés, qui sont extrêmement dynamiques. À Saint-Malo notamment, il y a ce fameux livre, Ces messieurs de Saint-Malo, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a des armateurs à Saint-Malo qui se lancent dans des grandes expéditions, c'est l'expédition dans les mers du Sud, dans le Pacifique Sud, sur capitaux privés, et Colbert arrive en disant on va arrêter ça et on va créer une compagnie publique, la Compagnie des Indes, qui ne sera jamais bénéficiaire, qui ne fonctionnera jamais bien. Et donc, au niveau de l'économie maritime, je pense que Colbert a été une très mauvaise chose pour notre pays. Ensuite, il a développé effectivement la Royale. On a eu une puissance navale qui a été importante. Mais c'est à cette époque-là aussi que c'est sans doute joué la maîtrise des mers entre France et Angleterre. Parce que la France est un peu en avance comparé à l'Angleterre, dans la maîtrise des mers, dans la Royale, on a une Royale puissante. Et on est, à la mort de Mazarin, on est un royaume qui est en paix avec le reste de l'Europe. Et Louis XIV, on est allié à la Hollande. Donc en fait, Hollande et France sont évidemment plus puissantes que l'Angleterre. Et Louis XIV prend cette décision un peu folle de déclencher la guerre de Hollande contre un allié. La Hollande va se rapprocher de l'Angleterre et ensuite on perdra tout. En fait, il fait le choix de la terre, de l'épanouissement et de l'expansion de la France inter, alors qu'en fait la maîtrise des mers nous tendait les bras. Et ça, il y a des moments dans notre histoire comme ça où on est confronté, c'est un peu l'exemple que j'évoquais sous Charles VIII aussi, quand Christophe Colomb, quand le frère de Christophe Colomb vient démarcher la cour d'Anne de Beaujeu, le destin hésite. Et finalement, ce qui sera fait, c'est le choix des guerres d'Italie, de l'expansion continentale et pas des mers. Et au moment de Louis XIV, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, on est un peu confronté à la même histoire, c'est-à-dire qu'on est à la tête du premier espace maritime du monde. On a des acteurs économiques. Le deuxième, plutôt. Alors en fait, c'est le premier. C'est pour ça que je tiens à corriger. C'est avec le deuxième en termes de zone économique exclusive. Oui. Mais depuis qu'il y a eu l'extension des plateaux continentaux, on est à la tête du premier espace maritime du monde. Mais après, la question c'est pourquoi faire ? Est-ce qu'on va en tirer quelque chose ? Les États-Unis. Mais comme ils n'ont pas ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ils ne peuvent pas avoir d'extension de leur plateau continental. Donc pour l'instant. Mais on est confronté un petit peu à un nouveau carrefour maritime parce qu'on a cet espace maritime, on a des acteurs de l'économie maritime qui sont assez dynamiques. Mais il faut qu'on soit en capacité de voir les enjeux, les nouveaux enjeux économiques, investir, les saisir. Il y a un enjeu, par exemple, qui est majeur aujourd'hui et dans lequel on commence à accuser du retard, c'est l'enjeu des données numériques, des data, mais qui sont directement issus des océans. C'est-à-dire que les océans sont parcourus par des drones, des capteurs, des bouées, etc., qui collectent de la donnée numérique pour cartographier les fonds marins, repérer les écosystèmes, etc. Et toutes ces données, donc, qui sont considérables en France parce qu'on a la tête du premier espace maritime du monde, tout l'enjeu est de savoir quels seront les acteurs derrière qui vont imaginer les applications pour les exploiter. C'est un peu la même chose que ce qui s'est passé à Terre quand les gagnants de ces données numériques à Terre ont été les Google, Amazon, etc. Cet enjeu-là, il est majeur et aujourd'hui, on voit se dessiner dans le monde des pays et des fonds d'investissement qui ont très bien compris cet enjeu-là, puisque les premiers investissements dans le monde aujourd'hui sont portés par des fonds d'investissement américains et singapouriens. En France, on a des acteurs du numérique qui sont assez dynamiques sur ce secteur des data maritimes, mais où il y a un sous-investissement chronique. C'est-à-dire que dans les investissements dans ces acteurs, la France, actuellement, est
au-delà du 10e rang mondial. On n'arrive pas à connecter nos fonds d'investissement, tout l'écosystème de la French Tech avec ces acteurs, et c'est un enjeu majeur. Et c'est un enjeu aussi pour la dissuasion. Et c'est un enjeu pour la dissuasion, c'est un enjeu pour la défense, pour le développement plus largement de notre pays, et puis pour notre souveraineté. C'est-à-dire que le jour où on sera dans les mains d'un acteur étranger, d'un acteur numérique étranger, parce que c'est lui qui aura fait naître l'application la plus fluide, la plus utile pour utiliser ces données numériques, on sera pas bien. J'avais deux questions qui sont directement liées là, à votre propos. Est-ce que ça existe, l'Union européenne, sur les questions de la mer, et notamment tout ce que vous venez d'indiquer sur les data ou même la capacité de retrouver une avancée en termes technologiques militaires, en fait, dans le contexte du réarmement moral. Est-ce qu'il y a une politique européenne de la mer qui ne soit pas simplement la pêche, la biodiversité, etc., mais qui concerne aussi l'aspect souverain de la mer, et puis tous les enjeux économiques qui sont attachés à ça. Et est-ce que la puissance industrielle de la France en matière navale, enfin, Fonds Naval Group, et puis le porte-avions Charles de Gaulle et toutes les technologies qu'il embarque, est-ce qu'aujourd'hui ça donne une deuxième chance? Est-ce qu'on va réparer le péché originel de la guerre de Hollande et le faire à partir de bases qui s'appellent Naval Group, Thales, Dassault, etc. Une chose qui est quand même très frappante. Je fais partie des gens que la Marine nationale a invité sur le Charles de Gaulle pour les 24 heures d'induction. Je ne sais pas comment on peut décrire ça. Enfin, en tout cas, qui crée une très grande emprise intellectuelle et psychologique, tellement c'est une expérience forte. On a quand même l'impression que c'est une façon d'avoir un porte-avions et un deuxième à propulsion nucléaire avec beaucoup d'aéronefs et énormément de technologie. C'est une façon de protéger une souveraineté, parce que, grosso modo, il faut être dépendant de personne. Enfin, ça vous oblige à avoir une souveraineté industrielle de détail dans absolument toutes les technologies et la capacité d'être autonome pendant des semaines et des mois. Donc, d'une certaine manière, c'est l'ultime frontière, enfin, de la technologie. Est-ce qu'on a, par rapport à la Chine qui va bientôt mettre à la mer, enfin qui vient de le faire d'ailleurs, mais sera bientôt opérationnel, également l'autre porte-avions à propulsion nucléaire en dehors de Charles de Gaulle, hors les États-Unis, est-ce que par rapport à la Chine, ce qui se joue aujourd'hui d'un point de vue industriel, tiré par la défense, est-ce que la France et plus généralement l'Europe existeront? Alors, sur le premier volet, le volet européen, on a une gouvernance de la mer qui est organisée façon puzzle un petit peu au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a différentes directions générales qui s'occupent de la mer. On va avoir la DG Marée qui va s'occuper du transport maritime. On va avoir des agences de sécurité maritime sur la biodiversité, sur les migrations, Frontex. Donc c'est pour l'instant c'est un peu dispersé. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Union européenne n'a pas fait encore sa révolution géopolitique. Alors, on a une boussole stratégique qui est sortie, mais la grosse difficulté pour l'Union européenne, c'est de comprendre, d'admettre que le contexte géopolitique a changé profondément, de le voir tel qu'il est, il y a beaucoup plus de risques qu'il y a quelques années, que les risques de conflit sont aussi beaucoup plus présents. Et au niveau de l'Union européenne, on a l'impression, alors pas tous les États membres, parce que c'est très, évidemment, l'Union européenne est faite d'une mosaïque avec des visions un peu différentes, mais on a l'impression que l'Union européenne, pour l'instant, n'a pas envie de voir que le monde a changé. Malgré et que le contexte géopolitique a changé. Malgré la victoire de l'opération Atalante, moi, ça me frappe beaucoup. En Afrique, il y a une seule guerre gagnée, c'est celle contre la piraterie de la Corne de l'Afrique. C'est Atalante, c'est européen. Djibouti, c'est une base où il y a à peu près toutes les grandes marines européennes représentées. On n'en parle jamais de cette victoire-là. Elle est quand même absolument majeure. Alors Atalante, c'était effectivement pour lutter contre la piraterie qui était au large des côtes somaliennes, mais finalement on était dans une logique de protection des flux maritimes. On n'était donc pas
pas sur des questions géopolitiques dures de potentielle confrontation entre des États. Et ça, l'Union européenne sait faire effectivement pour assurer la sécurité des flux maritimes, pour protéger son économie. Ça, c'est pas forcément un sujet. Donc je pense que un des grands sauts à faire, en tout cas au niveau de l'Union européenne, c'est de voir le monde tel qu'il est. Et sur la question particulière de la France et des compétences sur l'industrie navale et autres, oui, on a des groupes, on a des acteurs économiques comme Naval Group que vous citiez qui sont de très bon niveau. On a un enjeu majeur qui est au niveau de l'Union européenne, pour le coup, d'essayer de rationaliser un peu les acteurs au niveau de la construction navale, puisqu'on a une pluralité d'acteurs, en fait, espagnols, italiens, allemands, français, etc., qui font qu'en termes d'économie d'échelle, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors, on va avoir un enjeu qui est juste devant nous, parce que un des constructeurs allemands, TKMS, fabricant de sous-marins, est mis en vente. Et donc, on va voir est-ce qu'il y a une consolidation qui peut avoir lieu. Et puis, l'autre point, je pense, à avoir en tête pour la France, quand même, c'est que la France est très atypique au sein de l'Union européenne, puisque la France a des départements et collectivités d'outre-mer, et donc la France, par obligation, par nature, doit être présente sur l'ensemble des océans du monde. Et avec ses territoires et ses collectivités et départements d'outre-mer, la France a des sortes de points d'observation, de vigie aussi sur tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, je pense que la vision française sur l'évolution du contexte géopolitique est assez différente d'États de l'Union européenne qui seront plus centrés finalement sur le continent européen. Et ça, c'est à la France de porter aussi ce discours-là et de se battre pour faire évoluer cette vision de l'Union européenne, parce que sur les questions indo-pacifiques, de la montée en puissance de la Chine, la France le voit. Elle est en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, dans ces territoires. Ce que relaient, ce que portent les habitants, les élus de ces territoires, c'est effectivement la montée en puissance de la Chine. C'est anecdotique, mais c'est très significatif. L'entraîneur du FC Nantes, par exemple, Antoine Comboiré, qui est issu de Nouvelle-Calédonie, dans une de ses conférences de presse d'avant-match, il parle de quoi ? Du pillage par des navires de pêche chinois des ressources halieutiques dans le Pacifique. Et en disant qu'il y a besoin de se réveiller sur ces questions-là. Absolument. Et on a parlé de l'Union européenne, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi que la France se réveille ? Parce qu'on a parlé de cet immense espace. On sait également que la conflictualité monte. On a par exemple eu aussi des bâtiments iraniens qui sont venus en Nouvelle-Calédonie, ce qui peut paraître surréaliste, mais c'est le cas. On a cette vulnérabilité d'un certain nombre d'infrastructures essentielles ou des flux de trafic. Et c'est vrai que la marine française a quand même beaucoup diminué. Vous parliez de l'outre-mer, on n'a plus de patrouilleurs outre-mer, les derniers vont être désarmés. Il reste 29 bâtiments de première ligne. Et est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience ? Est-ce que le projet de loi de programmation militaire pour 2024 à 2030 prend en compte ce qui devrait être un vrai réarmement naval ? En fait, la loi de programmation militaire, effectivement, on est sur une logique de rattrapage. En fait, la grosse difficulté, c'est que on a eu un sous-investissement, mais dans les armées en général depuis des années, donc dans la marine aussi, et que aujourd'hui, alors sur le quinquennat précédent, par exemple, il y a eu déjà un effort important qui a été fait. L'effort est prolongé dans le cadre de cette loi de programmation militaire, mais on est beaucoup sur du rattrapage et avec une difficulté particulière pour la France, c'est que on connaît des déficits très importants, une dette très importante, et avec des investissements qui doivent être faits dans toute une série de secteurs. Il y a le secteur de la santé, il y a le secteur de l'éducation, et donc il y a le secteur des armées. Et c'est l'effort qui est fait aujourd'hui, et en termes budgétaires, même s'il faut pondérer ça avec l'inflation, est considérable. Et la difficulté, c'est que je ne suis pas persuadé qu'on puisse aller tellement au-delà. On peut peut-être rajouter un petit peu, mais avec ces contraintes
de dette, de déficit, et puis ces obligations d'investir aussi dans d'autres secteurs, services publics au sens large, pour les remettre à niveau, c'est un peu compliqué. Je pense un des grands enjeux, en tout cas pour la France, et c'est pour ça que l'Union européenne est importante dans ce cadre-là, c'est d'arriver à porter au niveau de l'Union européenne des systèmes comme Atalante, c'est-à-dire des mutualisations sur certains domaines, dans certaines zones du monde, des mutualisations de moyens des différentes marines de l'Union européenne pour être plus présents. Parce que budgétairement, de toute façon, on pourra difficilement faire plus que ce qu'on a. Est-ce que cette mutualisation est envisageable dans la collecte et l'analyse des datas dont vous parliez tout à l'heure ? Alors, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que sur les datas, on a une sorte de pot commun qui existe dans le cadre des États membres, où en fait, on a un peu la religion de l'open data, de toute façon, dans l'Union européenne, et donc on met à disposition, chaque État membre, en fait, met à disposition les données qui sont collectées dans ces différentes mers, océans, etc. On a ce pot commun, mais alors ce qui est assez paradoxal, c'est que ce pot commun, il est ouvert parce qu'on est dans une logique aussi encore, je pense, de mondialisation heureuse, de recherche scientifique, etc. Il est ouvert à l'ensemble des pays du monde. Donc, n'importe quel pays dans le monde peut se servir de ces datas, peut les exploiter dans un but de recherche. Mais après, ça peut être... Et ça, c'est un sujet sur lequel il va falloir travailler. Lionel Zinsou. Oui, c'est sur l'idée qu'on a beaucoup de contraintes financières, en fait. Par exemple, pour le réarmement naval ou pour la modernisation des ports plus rapide en France et autres. Il faut quand même voir que c'est pas un jeu à somme nulle. On est en train de créer énormément d'actifs. La transition énergétique, c'est pas simplement une contrainte financière, puis on raisonne en statique comparative, on a telle ressource, et puis on va dépenser beaucoup, puis on aura des ressources nouvelles. Si la mer est perçue comme un enjeu économique absolument majeur, elle recèle des capacités de créer des actifs réels à l'équivalent et même plus important que l'économie essentiellement terrestre que l'on a aujourd'hui. Vous avez parlé des éoliennes, par exemple. On a parlé au fond des ressources pour le cosmétique, pour la pharmacie, pour l'alimentation humaine et animale, etc. Il y a évidemment des ressources minières, il y a des voies maritimes nouvelles, d'ailleurs, créées dans l'environnement des pôles pour de mauvaises raisons, probablement de réchauffement climatique, mais enfin qui change aussi la productivité du transport maritime. Et il y a ce développement extraordinaire des infrastructures portuaires et d'une certaine manière des connexions entre la mer et la terre qui sont meilleures. Alors, évidemment, Hambourg et le Rhin, que vous avez cité, c'est plus difficile d'aller de Abidjan au Sahel, parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire Abidjan-Ouagadougou que de faire Abidjan-Shanghai. Mais quand même, ces interfaces infrastructurelles, elles existent. On est en train de créer... C'est vrai pour la mer, mais c'est vrai pour la forêt, c'est vrai pour les zones arides, les déserts, et notamment à travers l'énergie solaire. Enfin, on est en train de créer des actifs réels nouveaux dans des proportions qu'on, depuis le début de l'histoire de l'humanité, on n'a jamais considérées. Donc, à la fin des fins, ça finira bien par s'équilibrer, et s'équilibrer par une très forte croissance. Donc, est-ce que vous êtes à peu près optimiste sur le fait que la mer va être en effet le produit brut, le produit maritime brut, hein, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous croyez comme quelque chose qui va se développer? Parce qu'il faut aussi, en regard de quelque chose qu'il faut qu'on évoque, c'est-à-dire tous les dangers environnementaux sur la mer, il y a aussi une opportunité économique extraordinaire. Vous pointez bien en fait l'équilibre qu'il y a à trouver. C'est-à-dire que on a effectivement la mer finalement pendant des siècles et des millénaires, on a exploité la mer sur le même modèle, c'était le transport maritime, la pêche. Et puis, effectivement, les forces navales, ça a toujours existé. Aujourd'hui, on a une démultiplication des usages économiques et on n'en est qu'au début. Et toute la difficulté, par contre, ça va être de trouver le bon équilibre entre une exploitation de la mer qui va être sur des domaines de plus en plus variés et en même temps la nécessité de
protéger ces océans, parce que quand on veut exploiter la faune et la flore marine pour donc inventer de nouveaux médicaments, c'est déjà le cas, des cosmétiques, etc. Ça suppose que cette faune et cette flore marine soient protégées, ne soient pas surexploitées. Oui, et donc il faut réussir à trouver un nouvel équilibre, ce qui est un sujet qui est assez nouveau finalement pour nous, parce que pour nous humains, puisque pendant des siècles et des millénaires, on exploitait les océans, il y avait toujours du poisson, il n'y avait pas de difficulté. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des questions de surexploitation, de surpêche, et donc il faut nous-mêmes nous contingenter et puis protéger les océans pour pouvoir en bénéficier. Donc c'est un peu l'enjeu qui nous attend effectivement dans les années à venir. Alors dans cette perspective, c'est vrai qu'on est dans un monde de plus en plus conflictuel, la mondialisation se restructure en bloc, tous les grands accords internationaux échouent ou sont en apesanteur, l'OMC se décompose, l'ONU est très mal, le FMI est concurrencé, et on a réussi, le seul texte qui a émergé, c'est le traité sur la haute mer, qui a été conclu le 4 mars dernier. Et donc, j'avais deux questions. Comment est-ce qu'on explique cette espèce de miracle par rapport à l'environnement qu'on a décrit ? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce traité ? Et est-ce qu'il participe justement de ce que vous avez indiqué, de la recherche d'un nouvel équilibre entre l'exploitation raisonnée et la protection, entre la dynamique qu'on sent de l'appropriation et puis en même temps la création justement d'un certain nombre d'aires où on continue à avoir à la fois la liberté de passage mais aussi une logique de protection. Alors, c'est un accord, ce fameux accord BBNJ, qui en fait est en négociation à l'ONU depuis 15-20 ans, entre l'idée initiale et puis les négociations. Et c'est vrai que c'était une sorte de miracle qu'il ait été à son terme, parce que peu de gens misaient là-dessus, finalement. Après, toute la difficulté, ça va être de voir quand est-ce qu'il sera ratifié par les différents États, et donc quelle sera sa mise en œuvre, et est-ce que tous les pays dans le monde le ratifieront et le mettront en œuvre. Mais en tout cas, il y a une première étape qui a été franchie. Il est construit en fait sur 3 piliers. Donc on a la création d'aires marines protégées en haute mer. Toute la difficulté maintenant dans le mécano, ça va être de savoir qui décide de la création de ces aires marines protégées en haute mer. Et qui les protège et de quelle manière les protège-t-on, parce que si vous avez par exemple je sais pas, un navire panaméen qui traverse une aire marine protégée en haute mer, est-ce qu'un bateau de la marine française peut la raisonner, parce que voilà, enfin, il y a toute une série de questions. Ce sera sûrement sur la logique du pavillon. J'imagine que les États contrôleront les navires qui portent leur pavillon, mais il y a ces questions-là qui sont derrière. Donc aire marine protégée, premier pilier. Un deuxième pilier qui sont les études d'impact environnemental, c'est-à-dire qu'avant chaque activité que vous allez créer en haute mer, il faudra faire une étude préalable pour savoir les impacts potentiels que ça pourra avoir. Et un troisième pilier qui est intéressant, parce que là on est dans l'avenir, c'est sur les ressources génétiques marines, c'est-à-dire sur l'exploitation du génome de la faune et de la flore marine. C'est un enjeu qui est devant nous et qui est majeur, parce qu'en fait, la faune et la flore marine, notamment celle des abysses, a des caractéristiques génétiques qui est beaucoup plus riche que la faune et la flore marine terrestre, parce que les organismes marins sont soumis à des pressions absolument démentielles, de la profondeur, absence de lumière, etc. Donc il y a un patrimoine génétique qui est extrêmement riche, qu'on est seulement en fait à l'orée de la découverte de cette richesse. Oui, parce qu'on considère qu'il y a 2 ou 3 millions d'espèces dans les grandes profondeurs qui ne sont pas connues pour l'instant. Et puis sans doute beaucoup plus, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, tous les jours, on découvre des choses et on redécouvre des choses, parce que des espèces qu'on pensait disparues, finalement, on en fait venir des profondeurs, puis on s'aperçoit qu'elles sont toujours vivantes. Et donc, cette question de l'exploitation du génome, elle est majeure, et ça a été donc traité par cette convention, par cet accord BBNJ, qui a mis en place un partage qui est assez innovant, un partage des avantages tirés de l'exploitation de ces ressources génétiques marines entre les pays développés et les pays
qui n'ont pas accès au littoral, ce qui est quand même assez innovant, et des pays qui n'ont pas les technologies pour exploiter ces ressources génétiques. Et donc, les ressources qui seront tirées des brevets, déposés sur tel et tel organisme, tel et tel composé d'un organisme, une partie des ressources ira aux pays les moins avancés ou aux pays dénués de littoral. Donc c'est un mécanisme qui est assez intéressant. Et surtout, là, on construit effectivement sur l'avenir parce que on sait que c'est un domaine dans lequel on est au tout début d'une nouvelle aventure. Comme vous, les commentateurs informés au moment de la signature de ce traité à l'ONU ont manifesté leur surprise, leur heureuse surprise que ce traité soit signé. Rétrospectivement, est-ce qu'on peut dire quel a été le facteur qui a fait basculer d'une interminable conversation, discussion, etc., à un passage à l'acte, même si, comme vous venez de le dire, ce passage à l'acte demande encore la ratification. Et puis, puisque nous sommes dans la fin de l'émission, j'ajoute 2 autres questions qui n'ont pas de rapport. La première, c'est est-ce que on a beaucoup parlé de la lutte contre les paradis fiscaux, on parle moins de la lutte contre les pavillons de complaisance. Où est-ce qu'elle en est et quelles conséquences ça peut avoir? Puis la troisième question que j'aimerais, mais gardons ça si vous voulez bien pour la toute fin, que vous repreniez cette espèce de parabole que vous utilisez, qui est celle de Montreuil-sur-Mer. Alors sur l'accord BBNJ, on a pu arriver à un accord et je trouve que c'est instructif pour la nouvelle ère géopolitique dans laquelle on rentre. On est entré déjà, c'est-à-dire une ère géopolitique qui est beaucoup plus conflictuelle, parce que ça n'exclut pas le fait qu'on puisse avancer sur des accords. On rentre à nouveau en fait dans la diplomatie à la Talleyrand, c'est-à-dire que être en désaccord avec certains pays n'empêche pas d'avancer sur certains dossiers, sur certains sujets. Et BBNJ, en fait, les pays développés, européens notamment, tenaient particulièrement aux aires marines protégées en haute mer. Les pays en voie de développement tenaient particulièrement aux ressources génétiques marines et à ce mécanisme de redistribution des bénéfices. Et donc, en fait, on est arrivé à un équilibre là-dessus. Les États développés avaient leurs aires marines protégées, les États en voie de développement avaient ce mécanisme de redistribution des ressources, et c'est là-dessus que le deal a été conclu, en fait. Donc, je trouve que c'est instructif, voilà, pour la suite, pour le contexte dans lequel on rentre. Sur les pavillons de complaisance, là, en fait, effectivement, le secteur du maritime est assez particulier et assez atypique, puisque vous pouvez être propriétaire français d'un navire, par exemple, et décider que ce navire portera le pavillon d'un autre État qui est plus intéressant fiscalement, socialement, etc. Là où il y a quand même un encadrement et une lutte contre... parce qu'en fait, la grosse question... Alors, il y a une question fiscale autour de ces pavillons. Et puis, pendant tout un temps, il y avait une question sur la sécurité des navires. Parce qu'on avait, dans les années 60-70, on pouvait avoir des navires poubelles. C'est un mécanisme qui s'est quand même rééquilibré parce que maintenant, on a la montée en puissance de l'état du port. C'est-à-dire que l'Union européenne, par exemple, vous savez qu'on avait eu des grandes marées noires. Ça, c'est notre enfance, Madame Ococadis, etc., etc. Il y a des négociations qui ont été conduites au niveau de l'Organisation maritime internationale sur l'imposition de pétroliers à double coque. Et ces pétroliers à double coque, l'Union européenne, par exemple, a décidé que ne pouvaient rentrer dans les ports de l'Union européenne que des pétroliers à double coque. Et donc, de facto, ça écarte tous les navires poubelles. Et c'est par ce biais-là, en tout cas, dans le domaine de la sécurité, qu'on agit beaucoup, quel que soit le pavillon. Après, sur les questions fiscales, ça, c'est encore autre chose et c'est un sujet qui est devant nous. Et sur le troisième élément, effectivement... Qui est Montreuil-sur-Mer, mais je vois on a encore le temps, donc comme je vois que Nicolas Piaf, on réserve, si vous voulez bien, Montreuil-sur-Mer, qui est donc la parabole que vous utilisez pour expliquer l'attitude de la France à l'égard de la mer. Non, en attendant Montreuil-sur-Mer, j'avais eu effectivement une autre question sur la protection des océans. On a parlé des aires maritimes protégées. Il y a un fléau qui est le plastique, avec un 6e continent qui est entre Hawaï et la Californie, et par ailleurs une dégradation des océans qui est terrible. Est-ce que sur ce front-là, il y a un certain progrès? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que surtout, on commence à avoir des actions crédibles? En fait, surtout sur ces sujets comme sur d'autres,
notamment le réchauffement climatique et autres. Je pense que si on assiste à une relocalisation de la production dans le monde, il faudrait qu'on se garde d'une chose, c'est la relocalisation des esprits. Parce que je trouve que sur ces combats, et c'est ce qui est dangereux, c'est qu'on a des acteurs qui considèrent qu'à partir du moment où ils font le travail chez eux, ils ont fait l'essentiel du travail. Je pense à ça pour le réchauffement climatique parce que les objectifs qu'on peut se donner en France ou dans le cadre de l'Union européenne sur la diminution des gaz à effet de serre, si on ne penche pas à l'échelle mondiale, ça n'aura aucun impact. Et sur le plastique, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que sur le plastique, il y a le plastique qui est en mer, mais l'urgence absolue, parce que ça on sait qu'on peut agir dessus, c'est de couper le robinet d'arrivée d'une certaine manière. Et pour ça, il faut aider les pays en voie de développement sur la mise en place de stations d'épuration sur les fleuves. On sait qu'il y a 10 grands fleuves dans le monde, par exemple, qui charrient du plastique, des déchets dans les océans. Et ça, il y a le Nil notamment, d'autres fleuves. Et ça, c'est aux États développés de pouvoir aider au financement de stations d'épuration. Le traitement du plastique, il se fait essentiellement à terre sur la collecte, le ramassage, le traitement de ces déchets. Nous, en Europe, on commence à avoir des services de ramassage en France, depuis le préfet poubelle, des services de ramassage qui sont à peu près efficaces. Dans les pays en voie de développement, on est au début de cette affaire-là. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est-à-dire que si on est en capacité déjà de couper le robinet d'arrivée, on aura fait un pas considérable. Et pour ça, il faut vraiment penser à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que si on fait le travail chez nous en Europe et qu'on ne se préoccupe pas de ce qui est fait ailleurs, c'est pas la peine. L'heure de Montreuil-sur-Mer a sonné. Non, Montreuil-sur-Mer, effectivement, pour les auditeurs, c'est un charmant port très joli, normand. Très charmant. Et qui résume assez bien en fait le rapport de la France à la mer, puisque c'est le premier port royal, donc qui a été créé par Hugues Capet, et qui est un port qui est créé à l'intérieur d'une toute petite rivière, donc même pas sur le littoral. Et c'est un peu le syndrome Montreuil-sur-Mer qui affecte en fait la vision et l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que on a une vision du maritime, une vision un peu rétrécie, un peu terrienne, et qu'il faut maintenant pouvoir passer à une vision un peu plus océanique et un peu plus ambitieuse en tout cas. J'ai eu l'occasion de visiter Montreuil-sur-Mer. Je recommande d'ailleurs la visite. Pour les Parisiens, c'est vraiment très près. J'ai remarqué une chose amusante, c'est que les indigènes à qui je demandais pourquoi une ville qui est aussi à l'intérieur des terres s'appelle Montreuil-sur-Mer, ont une version qui est une version, comment dirais-je, améliorée, si je puis dire, de la réalité. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est géologique, que la mer bordait les remparts de Montreuil il y a une centaine d'années et qu'un mouvement a fait que... Donc ils ne se résolvent pas à n'avoir jamais été vraiment un port de mer qui aurait fait la ville mérita son nom. Cyril Goutancé, je vous remercie. Je redis le titre de ce livre, parce que les éditions du CNRS peuvent intimider quelquefois les lecteurs. Eh bien, ils auraient tort. L'Empire des mers, aux éditions du CNRS, c'est un livre qui peut et doit être mis entre toutes les mains. Je remercie Étienne Billon, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau et Olivier Magloire, qui veillent respectivement à notre site et à nos plateformes de financement, Adrien Beccaria, qui a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique, et puis Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, qui nous produisent, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.